Quand il regarde un sentiment donné, ce sentiment se termine, et il y a alors un état d'attention qui entraîne une nouvelle qualité d'énergie. C'est ce que tu veux dire? Réponse. Quand il regarde un sentiment, l'important est de vérifier comment il l'observe. Suivez ceci, s'il vous plaît. Voyez-vous le sentiment comme quelque chose de séparé de vous? Certainement oui. Je ne sais pas si vous avez vécu, et j'ai trouvé que lorsque vous regardez un sentiment, ce sentiment se termine. Mais même si le sentiment est terminé, si un observateur, un spectateur, un capteur, un penseur, qui reste séparé du sentiment, existe toujours, il y a toujours une contradiction. Il est donc très important de comprendre comment un sentiment est observé. Prenez par exemple un sentiment très commun, une jalousie. Nous savons tous que c'est. Eh bien, lorsque vous regardez ce sentiment, vous êtes l'observateur de la jalousie, comme une chose distincte de vous-même. Essayez de modifier la jalousie, changez-la, justifiez-la, etc., etc., etc. Il y a donc un être, un capteur, une entité séparée de la jalousie à laquelle il observe. Momentanément, la jalousie peut disparaître, mais elle revient. Et cela revient parce que cela ne réalise pas vraiment que la jalousie fait partie de son être. Vous êtes de la jalousie? Ce sentiment n'est pas quelque chose d'intervalle. Quand il est jaloux, tout votre être est jaloux, puisqu'il est envieux et passionné en possession. Veuillez ne pas dire « Il n'y a aucune partie de moi qui est céleste, spirituelle, et donc sans jalousie ». Lorsque vous vous trouvez vraiment dans un état de jalousie, il n'y a que de la jalousie et rien de plus. Par conséquent, il est important de savoir comment regarder, comment entendre. Regardons cela plus en détail. Lorsqu'une personne est jalouse, observez ce qui se passe. Ma femme ou mon mari regarde quelqu'un d'autre et vient un certain sentiment, associé à cette frivolité, à celui que nous appelons l'amour. Ou il y a quelqu'un plus intelligent que moi, ou a un corps plus beau, et encore une fois, cette sensation est présentée. Au moment où cela se produit, j'appelle le sentiment. Voir, s'il vous plaît, quoi cela se produit. Suivez étape par étape. C'est un processus psychologique très simple, car vous devez savoir si vous l'avez observé en vous-même. J'ai un certain sentiment et vous donne un nom. Je vous donne un nom parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il est, et je l'appelle la jalousie. Et ce mot est le produit de ma mémoire du passé. Le sentiment lui-même est une nouvelle chose qui s'est soudainement manifestée, spontanément, mais je l'ai identifié en lui donnant le nom. Donnant son nom, je pense que j'ai compris. Et donc, que s'est-il passé? Le mot a interféré avec mon observation du fait. Je pense que j'ai compris le sentiment en l'appelant la jalousie, mais en fait, je ne l'ai fait que dans la structure des paroles de ma mémoire, ainsi que toutes les anciennes impressions, explications, condamnations et justifications. Mais le sentiment lui-même est nouveau. Ce n'est pas une chose d'hier. Cela ne devient hier que lorsque je lui donne un nom. Si je regarde sans vous nommer, alors il n'y a pas de centre d'où je cherche. Voyez-vous cela? Toi, vous efforcez-vous autant que moi? Ce que je dis, c'est que le moment où nous appliquons un nom, un label, ce sentiment, nous l'adaptons à la structure du vieil homme. Et le vieil homme est l'observateur, l'entité distincte, composée de mots, d'idées, d'opinions, sur ce qui est correct et de ce qui est incorrect. Par conséquent, il est très important de comprendre le processus de dénomination et de perception de la façon dont le mot « jalousie » survient instantanément. Mais s'il ne nomme pas le sentiment, et cela nécessite une perception extraordinaire et une grande somme de compréhension, alors vous verrez qu'il n'y a pas d'observateur, pas de penseur, il n'y a pas de centre de l'endroit où vous jugez, et que vous ne différez pas du sentiment. Il n'y a pas de vous qui ressentez le sentiment. La jalousie, en presque tous, est devenue une habitude, et comme chaque habitude, a une continuité. Briser l'habitude signifie simplement le percevoir. Faites attention à cela. Ne dites pas « c'est terriblement d'avoir cette habitude, je dois le changer » et en être libéré. Mais soyez conscient de lui. Être conscient d'une habitude. Être conscient d'une habitude signifie ne pas le condamner, mais simplement l'observer. Si vous aimez une chose, regardez-la.
Ce n'est que lorsque je ne l'aime pas que le problème se pose de la façon de s'en débarrasser. En utilisant le mot amour par rapport au sentiment que nous appelons la jalousie, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Aimer la jalousie, c'est ne pas rejeter ou condamner ce sentiment. Ce n'est pas alors la séparation entre le sentiment et l'observateur. Dans cet état de perception totale, s'il s'approfondit sans mots, vous constaterez que vous avez éliminé ce sentiment généralement identifié avec le mot jalousien. Arrêtons-nous ici. Ce matin, nous parlions d'un sujet vraiment sérieux. Nous vivons dans un monde ambitieux de concurrence, le culte du succès, dans un monde où tant de gens veulent être célèbres, de devenir des écrivains, des peintres, des scientifiques, de grandes personnalités. Tous ces éléments vivent dans un état de conflit contradictoire et tendu. Cette tension produit certaines activités, et si la personne est dotée des aptitudes, peuvent devenir un écrivain ou un peintre à succès, un scientifique ou un politicien. Mais cet état tendu et contradictoire ne produit pas de clarté. Il ne fait que souffrir de l'impulsion de cette tension. Une personne peut aller à l'église, adorer Dieu, mais ça ne signifie rien. Dieu ne peut pas être trouvé lorsqu'il y a une tension, en cas de contradiction, mais seulement lorsque l'esprit est vide de toutes les formes d'idées, d'imagination, de contradiction et de conflit. Et dans ce vide, une grande beauté et une vitalité extraordinaire prévalent. Nous avons parlé de l'action sans aucune idée, car, comme je l'ai souligné, la pensée est une réaction de notre mémoire. La pensée est toujours limitée et conditionnée par le passé et ne peut donc jamais produire la liberté. Je considère qu'il est important de comprendre ce fait. Psychologiquement, il ne peut y avoir de liberté si le processus de pensée défensif n'est pas entièrement compris. Et la liberté, qui n'est pas une réaction à quelque chose, ni ne signifie que l'opposé de la non-liberté, est essentiel, car ce n'est que dans la liberté que nous pouvons faire des découvertes. Seul l'esprit libre peut percevoir le vrai. La vérité n'est pas quelque chose qui a une continuité et peut être maintenu par la pratique ou la discipline. Cependant, c'est quelque chose de perceptible en un éclair. Cette perception de la vérité ne se produit pas grâce à une forme de pensée conditionnelle et il est donc impossible pour la pensée d'imaginer, de concevoir ou de formuler le vrai. Pour bien comprendre ce qui est vrai, il a besoin de liberté. Pour la plupart d'entre nous, la liberté n'est qu'un mot ou une réaction ou une idée intellectuelle que nous servons d'évasion à notre esclavage, à nos souffrances, à notre routine quotidienne ennuyeuse. Mais ce n'est en aucun cas la liberté. La liberté n'est pas obtenue par la recherche. Car la liberté ne peut pas être recherchée. Il ne faut pas trouver. Seule la liberté vient lorsque nous comprenons tout le processus d'esprit qui crée leurs propres barrières, leurs propres limites, leurs propres projections à partir d'un contexte conditionné et conditionnel. Il est très important que l'esprit religieux comprenne ce qui est au-delà de la parole, au-delà de la pensée, au-delà de toute expérience. Et pour comprendre ce qui transcende toute expérience, à être avec elle, voir profondément, en un éclair, l'esprit doit être gratuit. À propos de tout cela, nous avons déjà parlé et vu comme l'idée, le concept, le modèle, l'opinion, le jugement, ou toute discipline formulée, empêche la liberté d'esprit. Et cette liberté apporte le sien à la discipline, qui n'est pas la discipline du conformisme, de la répression ou de l'adaptation, mais une discipline non produite par la pensée pour une raison. Certes, dans un monde déroutant, où il y a tellement de conflits et d'émergences, certainement dans un monde déroutant, où il y a tellement de conflits et de souffrances, il est urgent de comprendre que la liberté est l'exigence primordiale de l'esprit humain, et pas le réconfort, pas le moment de plaisir du passager, ni la continuité de ce plaisir. Une liberté totale, car seul cela peut arriver au bonheur. Parce que le bonheur n'est pas une fin en soi, comme la vertu, elle dérive de la liberté. La personne libre est vertueuse, mais l'homme qui ne pratique que la vertu pour s'adapter à la norme sociale ne saura jamais ce qu'est la liberté et par conséquent ne sera jamais vertueuse. Ce matin, je veux parler de l'essence,
de la nature de la liberté, de voir si ensemble nous pouvons enquêter. Cependant, je ne sais pas comment l'orateur écoute. Écoutez uniquement les mots? Écoutez le but de la compréhension? Afin de l'essayer, si cela a été dit dans ce cas, ce qui a peu de signification. L'important est d'écouter non seulement les mots, ou d'espérer ressentir l'essence extraordinaire de la liberté, mais écouter sans effort, sans se battre naturellement. Mais cela nécessite une certaine attention. Par attention, je comprends que vous êtes complètement présent avec tout l'être. Si vous entendez, vous découvrirez par vous-même que cette liberté n'est pas quelque chose à rechercher. Il ne résulte pas de la pensée ou des aspirations émotionnelles hystériques. La liberté gagne à rechercher lorsqu'il y a toute une attention. L'attention totale est la qualité d'un esprit qui n'a pas de limite. Il n'a pas de frontières et est donc en mesure de recevoir toute impression, pour voir et entendre toute chose. Et c'est possible. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est que difficile parce que nous nous retrouvons liés par des habitudes. Et c'est l'un des sujets dont le respect je veux parler ce matin. La plupart d'entre nous ont de nombreuses habitudes. Nous avons des habitudes et idiosyncrasies d'un ordre physique et en même temps des habitudes de pensée. Nous y croyons et ne le croyons pas. Nous sommes patriotiques, nationalistes, nous appartenons à un certain groupe ou à un certain groupe et nous sommes remontés leur schéma de pensée spéciale. Toutes ces choses deviennent des habitudes. Et l'esprit aime vivre dans les habitudes. Parce que les habitudes nous donnent sûr, donnez-nous un sentiment de sécurité, sentiment de ne pas craindre. Une fois signé dans une série d'habitudes, l'esprit semble fonctionner un peu plus librement. Mais en réalité, il n'est pas réfléchi et inattentif. Ne vous limitez pas à entendre mes mots, mais notez comment dans un miroir votre propre esprit, pour voir à quel point vos habitudes, les habitudes qui donnent un sentiment de sécurité ne peuvent que rendre l'esprit immoté. Aussi subtils que soient-ils, et que nous les connaissions ou non, ils obscurcissent invariablement l'esprit. C'est un fait psychologique. Que cela vous plaise ou non, c'est ce qui se passe. En partie à cause de notre éducation scolaire, en partie à cause de notre conditionnement que la société nous impose psychologiquement. Et aussi en raison de notre propre indolence, notre esprit travaille dans une série d'habitudes. Si nous n'approuvons pas une certaine habitude, que nous sommes conscients, nous avons du mal à le briser, et lorsque nous cassons une habitude, nous en formons un autre. Il ne semble pas y avoir de temps où nous sommes exempts de l'habitude. Si vous observez, vous verrez à quel point vous n'êtes pas difficile dans l'habitude. Considérez une habitude très simple, que beaucoup de gens ont pour fumer. Si vous fumez et que vous voulez abandonner la fumée, l'idée de l'abandonner crée une résistance contre le tabagisme. Par conséquent, il y a un conflit entre l'habitude et le désir de le briser. Maintenant, par conflit ou résistance, il peut éliminer une certaine habitude. Mais cela n'est pas seulement libéré du processus de formation des habitudes. Le mécanisme qui les crée ne cesse pas d'exister. Et je ne parle pas comment me débarrasser d'un particulier. Et je ne parle pas comment me débarrasser d'une certaine habitude. Mais nous cessons de créer des habitudes. Je ne sais pas si cela a été observé dans l'acte de fumer. En observant, je veux dire être conscient de chaque mouvement qui fait. Alors que votre main va à votre poche, enlève une cigarette, la met dans votre bouche, revient dans votre poche pour attraper les allumettes, allume la cigarette, et alors qu'elle tire une fumée, et jette le phosphore. L'important est de réaliser tout ce processus sans y résister, sans le rejeter et sans vouloir en être libre. Être juste entier de chaque mouvement inhérent à cette habitude. Identiquement, vous pouvez être conscient de votre habitude d'envie, de l'habitude d'acquérir, de l'habitude de la peur. Ainsi, observant, vous pouvez voir ce qui est implicite dans cette habitude. Vous verrez instantanément tout ce que l'envie implique. Mais vous ne pouvez pas faire si vous n'observez pas l'envie. Entrez le temps de l'élément. Je vais expliquer ce que je veux dire. Nous pensons que nous pouvons nous libérer de l'envie progressivement et nous efforcer de le pousser peu, introduisant ainsi l'idée du temps. Nous disons « j'essaierai de me débarrasser de l'envie demain ou un peu plus tard ». Et entre les esprits, nous restons envieux. Les mots essayés et les parties prenantes sont temporelles.
Et lorsque le facteur de temps est introduit, il n'y a aucune possibilité de libération de l'habitude, ou nous nous préparons